Il vous ouvre les portes vers de nouvelles informations, opportunités d'emploi, partenariats commerciaux et bien plus encore. Ce midi, notre référence va nous entretenir sur le réseautage et les principes qui le caractérisent. ADECO vous propose cette semaine un mini-coup musical focus sur le beatmaking, un incontournable dans la musique moderne. Et dans ECHO, on va mieux comprendre le concept de l'économie locale. Bonjour chers amis téléspectateurs fidèles du RDVM. J'espère que vous allez tous bien. En tout cas, c'est notre souhait par ici pour vous chers amis. On va développer tout ceci après cette transition musicale. On s'installe avec le titre Sokemi du trio réconcilié Oluwakemi, Pélagie la Vibreuse et Dossi. Chalezi kemi, ziye boja chedote. Ndebonye wanuwe, keklezi kemi, domi mauze perwefire. Sergi on the beat. Dame ou Rabital, Superman Records. Ta foi fonto eji, obio we soke, asize kemian. Sueno suva e mono yuenu vane, mende maja si sengbe ba mi kana fondo keme. Oya, deke usinka boze nuki koudo. Nuke fonele ni no gudo. Dino pa mewe nu no yonde. No mende matu fiena wa fodo. Akode nye chetuwe, chalezi kemi, ziye boje chetuwe. Alivigan. PDGS la hora. Ndebonye wanuwe, keklezi kemi, domi mauze perwefire. Mauze perwefire, oje oje eya. Sokemiye, 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 no sokemiye, 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 sokemiye. Fifonde mawe, jijo ogbefi. No nyo wuke me mi monze ken do wadaga o Boje to we mandalo to we me To weji no fongu no sinko me ganganga Ye no mo beto egbe Chobo so no seku Cho ete nan zegbe do wa Oya wa mini rakataka Mini rokotoko Mini wabatology Mini do tagbado wa mini rokotoko Mini rakataka Mini wabatology Mini jo tagbado Akode ni chetuwe Chalezi kemi Ziye boje chedote Ahol akindes le jour premier Ndebonye wanuwe Keklezi kemi Domi mauze perwefire Mauze perwefire Oje oje eya Sokemiye 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 No sokemiye 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 Asidangolu ozege Olu ozege Asidangolu ozege Olu ozege Les élites du Bénin. Amandu agomandu Agomandu Amandu agomandu À l'instant donc, Sokemi du trio réconcilié, Oluwakemi, Pélagie la Vibreuse et bien sûr Dossi. Alors bon vent et du courage mesdames, tout simplement. Il est l'heure pour moi, chers amis téléspectateurs, de recevoir et d'installer Ariane Da Silva et son invité dans Référence. Ariane Da Silva, bonjour. Bonjour Rebecca, mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que ça va très bien. Ça va. D'accord. Alors ce midi, on s'intéresse au réseautage comme une source d'opportunités d'affaires en entrepreneuriat. Le réseautage aujourd'hui, c'est devenu une pratique très courante parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens aiment se mettre en réseau pour pouvoir réussir leur carrière, que ce soit la carrière, que ce soit beaucoup d'autres, ça offre beaucoup d'autres avantages. Et c'est ce que nous allons décortiquer ce midi avec Rustic Akorugbo. Il est expert en stratégie d'affaires. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Monsieur Akorugbo. Bonjour. Alors déjà, quand on parle de réseautage de façon générale, qu'est-ce que c'est? En fait, réseauter, c'est se mettre en connexion
se mettre en relation avec d'autres personnes. Et quand je décide de me mettre en relation avec vous, c'est pas parce que je veux puiser quelque chose forcément de vous, c'est parce que mutuellement, on a des choses à partager. Et c'est le principe même de la connexion, ça. Je viens apporter quelque chose et vous aussi, vous m'apportez quelque chose. Et ensemble, on grandit. Et quand on ramène ça dans le domaine de l'entrepreneuriat, alors là, quelle définition on peut donner au réseautage? En fait, quand on prend le contexte ou bien l'écosystème d'une entreprise, vous allez constater qu'un entrepreneur ne peut pas évoluer seul. C'est impossible en entrepreneuriat d'évoluer seul. Parce que vous avez affaire avec des fournisseurs, vous avez affaire avec des commerciaux, vous avez affaire avec des financiers, vous avez affaire avec des investisseurs. Et donc, il y a pas mal de partenariats que vous devez tisser. Et c'est pour ça qu'une entreprise debout n'est debout que parce qu'elle arrive à tisser des relations solides qui lui apportent et qui font que son entreprise grandit. Et c'est ça le réseautage en entrepreneuriat. Mais pourtant, il y a des entrepreneurs qui estiment qu'ils ne sont pas dans des réseaux, qu'ils ne fonctionnent pas en réseau, qu'ils vont seuls. Mais tout à l'heure, vous avez dit que ce n'est pas possible. Mais comment vous expliquez alors ces cas? Peut-être qu'ils ne savent pas ce que ça veut dire réseautage, parce que le simple fait de nouer des partenariats avec des fournisseurs, c'est déjà du réseautage. Le simple fait d'avoir un groupe de financiers, c'est déjà du réseautage. Même donc, avec votre clientèle, je suppose. C'est toujours du réseautage. Et donc, quel que soit ce que vous allez faire en entrepreneuriat, vous ne pouvez pas évoluer seul. C'est impossible. Vous allez mourir et voilà, vous allez sortir du marché. Et donc, c'est important de nourrir ces partenariats-là. Alors, on a parlé de partenariat tout à l'heure. C'est vrai, on crée des réseaux, on se met dans des réseaux. Il y a des entrepreneurs, j'ai remarqué aujourd'hui, qui fabriquent peut-être, qui conçoivent des produits et qui veulent avoir accès à des marchés. Or, par exemple, du Bénin, ça peut être au Togo, ça peut être en Côte d'Ivoire et qui tissent des partenariats comme ça. Est-ce que vous avez déjà rencontré des cas du genre? Bien sûr, bien sûr. Il faut être vraiment stratégique dans dans l'édification de son réseau. C'est ce qu'on nous appelle développer des partenariats stratégiques. C'est-à-dire, je regarde l'intéressé, je regarde la personne et je me dis qu'est-ce qu'elle peut m'apporter, qu'est-ce que je peux lui apporter, en quoi cette personne-là peut faire grandir mon entreprise et en quoi moi, je peux faire grandir son entreprise. Et comme ça, je vais aller vers cette personne-là et puis lui proposer en fait qu'on se mette ensemble pour aller peut-être sur un marché ou bien pour pouvoir accomplir en fait une tâche ensemble, une mission ensemble, etc. Et parfois même, c'est même pas forcément dans le but juste d'une mission commune, mais on a juste envie que les gens savent que en fait cette entreprise est reliée à cette entreprise parce que nous tous, nous grandissons en visibilité. Donc il y a tellement d'objectifs pour lesquels un entrepreneur peut décider de rentrer dans tel ou tel autre réseau. Alors, je suppose, par exemple, je me retrouve dans un cas, j'ai envie d'accéder à un marché, je ne sais pas, au Ghana, par exemple. Je ne connais personne au Ghana, mais je rêve d'avoir accès à ce marché. Forcément, il faut que je tisse des liens, que je crée peut-être un réseau. Mais comment je peux procéder dans ce cas de figure? Pour aller très simple, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux qui sont déjà une manière d'aller prospecter. Donc, d'aller chercher des personnes qui ont un profil plus ou moins intéressant pour ce qu'on veut faire. Donc, avant d'aller même au Ghana ou à Accra, il faut d'abord aller sur Internet pour chercher un peu est-ce que le profil de personnes que je cherche, est-ce que ces profils-là se retrouvent sur Internet ou pas. Et puis, prendre contact avec eux. Et ce qui est important, vraiment important que les entrepreneurs doivent savoir, c'est qu'avant que quelqu'un ne rentre en réseau avec nous, il faut créer de la confiance. Et donc, pour que cette confiance-là soit créée, il faut apporter de la valeur à cette personne-là. C'est-à-dire que vous ouvrez votre Facebook et je vous demande de rentrer en réseau avec moi. Donc, je vous lance une demande d'amitié. Si je ne vous connais pas, je ne vais pas accepter. Et donc, du coup, ça veut dire simplement qu'il faut que je vienne avec une valeur et que la personne constate que oui, telle personne a une valeur à m'apporter. Ça, c'est la première chose. Donc, la confiance, c'est quelque chose qui se crée et c'est quelque chose qui s'entretient, en fait. Deuxièmement, c'est qu'il faut que je vienne avec une posture de quelqu'un qui veut partager quelque chose, qui veut communiquer quelque chose. Un réseau, ça s'entretient. Un réseau, on ne reste pas en réseau juste comme ça. Non, on vient pour communiquer quelque chose. Donc, toujours dans le sens de dire, OK, qu'est-ce que je viens apporter? Donc, qu'est-ce que je viens puiser dans le réseau? Et troisième chose, c'est le capital. Qu'est-ce que j'investis dedans?
qu'est-ce que j'investis dans mon réseau pour que derrière ce réseau puisse m'apporter quelque chose. Parce que si je ne mets rien dedans, ça va rien m'apporter. Et c'est comme ça que vous allez voir beaucoup de personnes se retrouvent dans des réseaux, mais parce qu'ils n'ont pas respecté ces 3 principes-là, finalement, ils se disent, ce réseau ne m'apporte rien. Non, en fait, eux-mêmes, ils n'ont rien apporté au réseau en réalité. Donc, si tu n'apportes rien à personne, personne ne t'apportera quelque chose. Quels sont les types de réseaux qui existent? Quand je parle de type de réseau, est-ce qu'il y a par exemple des réseaux locaux, des réseaux au plan international? Je ne sais pas. Bien sûr. Et je peux nouer des réseaux avec des gens qui sont au plan local, donc des entrepreneurs qui sont peut-être dans le même domaine que moi, ou bien encore qui ne sont pas forcément dans le même domaine, mais je sais que ces entreprises-là peuvent m'apporter quelque chose ou je peux leur apporter quelque chose. Et donc, il y a une stratégie où je vais développer mon réseau au plan local. Je peux développer mon réseau également au plan sous-régional parce que peut-être j'ai des ambitions d'aller au Niger, d'aller au Burkina, d'aller au Sénégal pour vendre mes produits, etc. Donc, je peux aller en fait développer ces réseaux sous-régionaux comme je peux aller à l'international. Mais tout dépend de la vision de l'entrepreneur. Donc, il n'y a pas de création de réseau ou d'implication dans un réseau sans une stratégie derrière. Mais concrètement, quels sont les avantages qu'offrent les réseaux? Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui confient, par exemple, que grâce à leur réseau, ils ont pu voyager, découvrir d'autres expériences, aller à la rencontre d'autres personnes, etc., etc. Ça, c'est l'un des avantages d'avoir du réseau. Souvent, on dit, quand vous êtes seul, vous pouvez aller très vite. Mais quand vous êtes ensemble, vous pouvez aller très, très loin. Parce que quelqu'un va vous porter et vous portez quelqu'un d'autre, etc., etc. Donc, première chose, le réseau va vous apporter de la visibilité. Donc, vous ne pouvez pas tout faire vous seul. Donc, il y a des gens qui sont là, qui ont des ressources à leur disponibilité. Et parfois même, vous savez que tout ne se fait pas avec l'argent. Tout ne s'achète pas avec l'argent. Et en tant qu'entrepreneur, j'ai des ressources limitées. Et il se fait qu'il y a certains types de ressources que des gens ont. Et donc, si je me mets en réseautage avec eux, je peux exploiter leurs ressources sans pour autant dépenser mon argent. Et donc, ça fait de l'économie. Donc, avoir un bon réseau vous permet de gagner du temps, d'économiser, voilà, en termes financiers, d'économiser, d'avoir de la visibilité, d'avoir du marché, d'avoir des opportunités d'affaires. Et laissez-moi vous dire que la plupart du temps, quand tu n'es pas dans le réseau, tu n'as aucune opportunité. Et c'est ce qui se passe souvent quand on est dans le domaine de l'emploi, où la plupart des offres d'emploi, en fait, sont diffusées dans des réseaux fermés. Donc, il y a certains types d'opportunités auxquelles tu ne pourras jamais avoir accès parce que tu n'es pas dans le réseau. Donc, il faut juste que tu sois dans le réseau pour que tu aies accès à ça. Et pour que tu sois dans le réseau, il faut que quelqu'un te recommande. Donc, il y a une sorte de recommandation que quelqu'un qui est dans le réseau va te faire et va t'initier à rentrer dans ce réseau. Et donc, c'est du relationnel. Vraiment ça. Mais à part les recommandations, comment je fais? Je suppose par exemple que je découvre qu'il existe un réseau, je ne sais pas, très puissant, qui peut m'aider, me booster, enfin m'aider dans mes activités et tout ce que vous voulez. Je connais personne peut-être dans le réseau, mais je veux intégrer ce réseau-là. Quels sont comment je procède? Qu'est-ce que je peux faire dans ce cas de figure? Comme je disais tout à l'heure, la première chose qui vous ouvre les portes dans un réseau, c'est la valeur. C'est-à-dire que si je constate, même si je n'êtes pas dans mon réseau, et que je constate que vous m'apportez quelque chose, mais vous apportez quelque chose qui, d'une manière ou d'une autre, a de l'impact sur le réseau dans lequel moi je me retrouve, je vais vouloir que vous soyez dans le réseau pour apporter beaucoup plus. Donc, la première chose à faire, c'est de dire, OK, j'apporte de la valeur. Et quand je parle de la valeur, c'est qu'est-ce que j'ai que les autres n'ont pas. Et c'est ça que je mets en avant. Je leur apporte sans pour autant demander un retour, etc. Et donc, un jour, cette opportunité va s'ouvrir sur moi et je pourrai alors tirer profit de ce réseau-là. D'accord. J'ai quelques questions. Vas-y. Alors, est-ce qu'il faut faire du réseautage par secteur, par domaine? C'est possible aussi. Il y a des domaines, comme on est toujours dans le domaine de l'entrepreneuriat ou de l'entreprise, je ne peux pas aller réseauter à gauche, à droite. Il faut que je sache, OK, de quoi j'ai besoin et qu'est-ce que j'ai. Et en fonction de ce que j'ai besoin, de ce que j'ai, je vais identifier, OK, dans quel réseau je peux me retrouver
pour apporter ce que j'ai et dans quel réseau je peux me retrouver pour pouvoir avoir ce dont j'ai besoin. C'est les deux questions à se poser. Ouais, c'est ça. Alors, est-ce que c'est possible d'être dans plusieurs réseaux à la fois? Oui, c'est possible. D'accord. Alors, comment exploiter le réseautage pour en tirer le meilleur pour soi-même, pour son entreprise? Comment réellement l'exploiter? Comment exploiter le réseau? Je ne vais pas parler du thème exploiter parce que le thème exploiter, c'est un peu, je puise tout. Et comme je vous ai dit... C'est du donner et du recevoir. C'est du donner et du recevoir. Donc, je rentre dans le réseau dans une mentalité de dire, je vais donner. D'accord. Ce qui est sûr, donner quelque chose à quelqu'un, c'est vous semez un peu les semences de redevabilité. Envers la personne. Voilà, envers la personne. Et donc, le réseau se sent redevable envers vous. Et quand il y a une opportunité, vous êtes le premier à recevoir cette opportunité parce que vous avez tout le temps semé dans ce réseau-là. Il faut avoir le don, il faut avoir en fait l'esprit du service. Quand on rentre dans un réseau, il faut avoir l'esprit du service, l'esprit du partage, en fait. Et quand vous n'avez pas ça, vous ne saurez pas tirer profit d'un réseau. Ce réseau-là. Donc, l'objectif n'est pas de dire qu'est-ce que je tire dedans, mais l'objectif c'est qu'est-ce que je sème. Voilà. Qu'est-ce que je donne. Qu'est-ce que j'apporte. Voilà, qu'est-ce que j'apporte. D'accord. Alors, une dernière question. Les qualités, quelles sont les qualités à préserver pour une durabilité d'un réseau? Les qualités. La coopération, le partage, la confiance. Il y a une chose que je dois dire sur la confiance. La confiance, ce n'est pas juste une valeur morale, c'est aussi une valeur économique. C'est-à-dire que quand je vous fais confiance et que je vous confie de l'argent et que vous perdez cet argent, mais vous essayez de mal gérer l'argent, non seulement j'ai perdu du temps, mais j'ai perdu de l'argent avec vous. Donc, la plupart du temps, on regarde la confiance comme une valeur morale. Mais en fait, ça a un coût en termes d'argent, en termes de temps. Et donc, il faut cultiver cette transparence dans le réseau, ce sentiment de dire, OK, je m'associe avec les gens pour leur apporter quelque chose. Donc, voilà les traits caractéristiques ou bien les traits de qualité qu'il faut développer vraiment, la transparence. Donc, en gros, on retient que le réseautage peut être une source d'opportunités d'affaires pour les entrepreneurs. Absolument. Rebecca? Ariane Da Silva, merci. Et n'oublions pas que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Absolument, absolument. Rustique Akordobo, merci également à vous pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes expert en stratégie d'affaires et avec vous on parlait du réseautage comme une source d'opportunités d'affaires. Ariane Da Silva, il est temps pour toi d'enfiler donc ton manteau d'économiste pour nous parler de l'économie dans ECHO. Et avec ECHO ce midi, on veut mieux comprendre le concept de l'économie sociale. Locale. Voilà. Non, je remarque que tu aimes les choses sociales. Oui, on parle de l'économie locale aujourd'hui parce que, oui, il y a la macroéconomie, l'économie de façon générale, mais en même temps, il y a l'économie à petite échelle. D'accord. Et là, c'est les départements, les communes et autres. Et on va mieux comprendre le concept avec Rodrigue Rustico, il est ingénieur financier. D'abord, il faut commencer par l'économie nationale. Quand on parle de l'économie nationale, c'est l'État du Bénin. Il faut regarder l'État du Bénin. Mais quand on va parler de l'économie locale, c'est par rapport à un territoire. Donc chaque territoire a naturellement ses sources de revenus. Donc chaque territoire organise ses sources de revenus pour faire face également aux dépenses. Parce que vous savez, les collectivités locales aujourd'hui, c'est des petits États dans les États. Donc elles ont quand même cette capacité de mobiliser des ressources et ces ressources-là doivent pouvoir servir à leurs dépenses liées à leur territoire. Donc, chaque territoire est désormais à son champ d'application, ne peut pas aller investir sur un territoire ne lui appartenant pas, dont il n'a pas la couverture. Donc, vous voyez que c'est ça, en fait, le développement dont on parle et que l'État a mis en place là depuis des années. Je crois que ça marche très bien. C'est beaucoup plus l'État, l'économie locale, parce que à part l'appui que les autorités du business communal reçoivent de l'État central, il y a quand même le fait qu'elles aussi, elles ont l'obligation de mobiliser des ressources. Et il y a aussi des partenaires qui les aident, mais de façon prioritaire, cette économie locale se base sur le développement du secteur primaire.
voyez, si le secteur primaire est bien développé au niveau local, c'est plus facile pour les communes et consorts d'engranger beaucoup de ressources. Il s'agira alors pour les communes de mettre en place des dispositifs leur permettant alors de promouvoir alors leur potentiel. Parce que vous prenez n'importe quelle commune, chaque commune a ses potentialités. Donc c'est à base des potentialités que les ressources sont alors tirées. Donc il s'agira alors pour chaque commune de faire la cartographie des richesses de leur commune. Et à base de ces richesses-là maintenant communales, on valorise alors cela, on va attirer maintenant des gens qui vont investir dedans. Et dans ce cas, vous allez voir quand même que chaque localité ou chaque commune doit pouvoir se développer. Donc voilà un peu comment il faut faire. Je pense que c'est ce qui se fait actuellement également. Chacun connaît sa force. Et à base de sa force-là, on met en place la stratégie de mobilisation des ressources. Et puis bon voilà. Et l'État aussi les aide beaucoup en mettant en place quand même pas mal de tempo État, rentrant directement dans le cadre de développement des collectivités locales. Je pense qu'il faut savoir également cela. Merci donc à notre expert ingénieur financier Rodrigue Rustico pour ses précisions sur la notion de l'économie locale. Rien d'assez bien à moi ajouter. Pour moi, oui. Ok, d'accord. C'est quoi la force de Zogodome? Je pense que tu t'attendais à tout sauf à ça, n'est-ce pas? Sauf à ça. Voilà, donc qu'est-ce qu'on produit le plus à Zogodome? À Zogodome, voilà. Je pense qu'il y a l'orange. Oui. Il y a également les galettes. D'accord. Il y a aussi la cassa, donc le lio de chez nous, Okay. c'est ça? Non, je pense que l'économie locale là-bas se base sur tout ça. Ok, Voilà. d'accord. Et à Ouida déjà? Ben à Ouida, tu sais... À part les pitons, non, le tourisme. Nous, c'est le tourisme. Toi-même, tu sais. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est la capitale du tourisme. Hein? Tant pis pour les autres localités. C'est bon. Chacun prêche pour son église. On accepte et notre cœur est ouvert. Alors, Rodrigue Rustique, accorde un mot à ajouter par rapport à l'économie locale. Moi, je dirais que si chaque localité se développe, finalement, c'est le Bénin qui se développe. Donc, tout simplement. Nous avons tous notre part à jouer. D'accord. Merci pour la présence, Ariane. On te retrouve avec d'autres thématiques la semaine prochaine. Mais en attendant, merci d'installer avec moi Jennifer et ses invités dans ADECO. Jennifer Sativi, bonjour. Bonjour Rebecca, bonjour Ariane, bonjour. J'espère que tu vas bien. Je vais très bien et toi? Ça va très bien. Alors ce midi, nous sommes dans la focus sur le beatmaking qui est considéré comme un incontournable dans la musique moderne, n'est-ce pas? Tout à fait, nous parlons musique. Ça fait longtemps qu'on a parlé musique par ici. Déco. J'ai voulu vous faire plaisir parce qu'un temps vous disiez que je faisais beaucoup d'art. Parce que tu aimes beaucoup l'art en réalité. Exactement. Et nous sommes revenus sur l'art aujourd'hui. Nous parlons de musique, nous parlons du beatmaking qu'on ne comprend pas toujours et qu'on ignore. Oui. Et on va également, pas que parler du beatmaking, on va également parler du coaching vocal qui a tout aussi son importance dans la musique. Et je reçois pour vous deux invités quand même. J'ai fait l'effort, je reçois Legend Beat. Legend Beat qui est beatmaker et qu'on ne présente plus, j'ai envie de dire, quand on parle de beatmaking quand même, il fait partie de ceux qui se sont fait un nom. Et je reçois également un coach vocal qui est Josias Majide. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien. Alors, le coaching vocal, on va parler de son apport dans la musique et on va également parler du beatmaking. Les deux vont de pair? Oui. Les deux se complètent? Bien sûr. D'accord. Legend Beat, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. D'accord. Alors, on commence déjà par le beatmaking. Si vous deviez nous expliquer de façon terre à terre, c'est quoi le beatmaking? Déjà, de façon terre à terre, le beatmaking, c'est l'art de pouvoir composer de la musique qui va avec l'inspiration d'un artiste. C'est-à-dire, l'artiste a peut-être... Oui, continuez. L'artiste a peut-être une inspiration et nous, on essaye de matérialiser à travers l'instrumental cette inspiration. D'accord. Mais justement, ce sont les sons, ce qu'on appelle le beat communément. Oui, c'est pourquoi je dis la composition de l'instrumental, c'est-à-dire écouter l'artiste et matérialiser à travers l'accompagnement avec les instruments de musique
pour donner vie à son inspiration. D'accord. Alors moi, je pensais que c'est le beatmaker qui créait un son et qui vendait ça à un artiste, quitte à ce qu'il qui exécute pose des non, à la base, c'est pas ça. À la base, c'est l'artiste qui vient avec une inspiration et le rôle du beatmaker, c'est de l'accompagner, c'est-à-dire de créer un beat qui va avec son inspiration. D'accord. Si je dis je veux chanter du romantisme, vous fouillez. Si je dis je veux chanter de la fête. Voilà, en fonction de ce que vous voulez, on crée le beat. D'accord. Et qu'est-ce qui vous inspire, c'est vrai, à part ce que l'artiste veut? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous inspirent et qui vous permettent de composer? Parce qu'après, moi, je me dis, c'est quand même un travail. Et quand on écoute le son, on voit qu'il y a beaucoup de choses. Comment ça se passe? Il faut dire déjà qu'en tant que beatmaker, tu dois être une personne qui écoute beaucoup de la musique. Donc en écoutant un peu de tout, tu arrives à quand même avoir dans ta tête une banque de données. D'accord, donc vous vous inspirez d'autres musiques déjà travaillées. Voilà, pour créer une musique quand même particulière. D'accord. Et est-ce que, moi j'ai dit, un incontournable dans la musique moderne, est-ce que dans la musique traditionnelle, le beatmaker a aussi son importance, à part les tam-tams et tout ce qui se joue? Oui, le beatmaker intervient aussi dans la musique traditionnelle, juste qu'on fait du semi, c'est-à-dire les gens viennent avec les instruments qu'on enregistre et on complète avec de la programmation. Ah d'accord, donc l'orchestre, le groupe se déplace avec un tam-tam, percussion, tout ça que vous enregistrez. Et on ajoute maintenant notre innovation. D'accord, c'est intéressant ça. Vous aimez le zénith, il y a du beatmaking dans le zénith. Ah bon, oui, mais traditionnel quoi. Oui, est-ce que là, vous pouvez encore, parce que c'est vrai qu'on parle aujourd'hui du zénith, on parle également du zénith rénové. Est-ce que c'est possible de moderniser encore le zénith autrement? Bon, vous savez, cette histoire de moderniser les rythmes, là, ça dénature un peu. D'accord. Moi, quand je pense à la modernisation, je pense peut-être à ajouter des instruments modernes comme la guitare. Oui. Voilà, là, c'est faisable. Mais moderniser, mettre de la caisse, tout ça, ça dénature. D'accord. Voilà. Vous préférez que ça garde son originalité, c'est toujours mieux. D'accord. Et vous, est-ce qu'il y a une particularité, quelque chose dans lequel vous vous spécialisez, où vous savez que vous, c'est votre domaine, ou est-ce que vous arrivez quand même à faire de tout? Je fais un peu de tout, parce qu'il faut manger partout. Donc je suis d'accord. Mais est-ce qu'à la base, vous étiez musicien? Comment est-ce que vous en êtes venu au beatmaking? À la base, j'étais artiste-chanteur. D'accord. Voilà, donc pour pouvoir composer mes propres morceaux, je me suis lancé dans le beatmaking. Après, voilà, les amis ont commencé par demander, mais fais-nous ce que tu te fais à toi-même. J'ai commencé par faire un, deux. Et vous avez délaissé la musique pour ça? D'accord. Ok, nous allons à présent, en tout cas, un peu parler avec Josias Madjideh, coach vocal dans la musique. Quelle est l'importance de la voix? C'est vrai que nous avons des sopranos sur ce plateau. Et on va un peu savoir quelle est l'importance de la voix, que ce soit un chœur ou celui qui chante. C'est la voix qui, disons, concrétise le collectif. Si on est venu, on a dit l'artiste a chanté, c'est ça même qui fait l'emblème. Le point central. Voilà, le centre, c'est le centre. C'est pour ça que tout le monde est là pour jouer. Voilà, c'est le centre. Donc, je dirais que c'est un élément principal. Comment je peux savoir que j'ai une belle voix, que je peux chanter ou que je peux être musicienne? Je dis toujours, il n'y a pas de mauvaise voix. D'accord. Toutes les voix sont bonnes. Vous êtes sûr, il y en a qui ont des voix de casserole, hein? Malgré tous les efforts, en fait. C'est ce qu'ils pensent, en fait. D'accord. Sinon, en réalité, toutes les voix sont bonnes. Il suffit juste qu'on l'oriente. Voilà. Et comment les gens vous dites, voilà, comment on oriente dans ce cas? Bon. Ok. Oui, allez-y d'abord. C'est d'abord l'expérience du coach vocal, d'orienter. Parce que déjà, vous voyez, quand, par exemple, tout le monde pense à Céline Dion, et ils veulent tous ressembler à Céline Dion. Alors, je prends un homme qui a une voix très grave. Et qui veut chanter comme Céline Dion, c'est compliqué. Maintenant, si peut-être je prends celui qui a à côté de lui, le garrot, qui a une voix très grave. En effet. Et puis comme ça, toi tu as une voix comme ça, et tu penses à Céline Dion seulement. Voilà. Tu vas te frustrer, tu vas te voir très inférieur. Alors qu'en réalité, c'est pas ça. Donc il faut mettre en valeur son potentiel. Merci. D'accord. C'est la personnalité qui se dégage. D'accord. Donc au studio, la voix également intervient parce que est-ce que le beatmaker a son mot à dire sur la voix également? Oui, parce que, bon, d'abord, en studio, il y a ce qu'on appelle le beatmaker, il y a l'arrangeur. Ok. Et au Bénin, ici,
pour la plupart du temps, on joue tous les rôles. On est en même temps beatmaker et arrangeur. Donc on a pour obligation de suivre aussi la voix, c'est-à-dire la direction artistique, pour que le morceau puisse avoir quand même une bonne couleur. Quand tu fais le beat, que tu ne coaches pas l'artiste, tu ne l'aides pas quand même à assurer, tu risques de prendre les pots cassés parce qu'on dira que c'est chez toi qui a fait le morceau. D'accord. Oui, mais dans cet arrangement, justement, parfois vous arrangez de telle sorte que vous dénaturez pratiquement la voix. Voilà, la voix devient tellement belle que plus tard dans les lives, on voit les retombées, quoi. C'est ça. Voilà, c'est pourquoi moi je le rejoins en disant on peut coacher les artistes, on peut arranger toutes les voix, mais en studio. Vous savez, parfois, il y a des artistes qui ont vraiment le potentiel. Et quand ils viennent chanter, on n'a pas besoin d'ajouter de la valeur à leur voix. Naturellement, c'est bon. Mais il y a d'autres, ils n'ont pas vraiment ce qu'il faut. Voilà. Donc, on est obligé pour les aider, ajouter un peu de filles. Pourquoi vous les aidez? Pourquoi votre rôle en tant qu'expert, c'est justement de les amener à comprendre que non, vous n'êtes pas encore prêts. Travailler dur, voilà, engager un coach vocal et la prochaine fois, ou bien c'est juste l'argent, vous encaissez. Non, ça se fait. Ça se et fait. nous Vous aussi, savez, pour un artiste, par exemple, qui vient en studio et qui a gardé ton cachet, et que tu... Attends, non, et tu lui expliques la réalité et que ce qu'il chante c'est pas bien et qu'il insiste, il veut le faire, tu le fais, tu prends ton argent, mais tu l'as expliqué d'abord. Non, mais justement, il faut cultiver des valeurs qui vont vous amener à dire non. Avec l'argent, même vous dites non. À force de cultiver les valeurs dans d'autres conditions de vie, dans d'autres milieux, tu risques de rester affamé. Donc, vous êtes d'accord que dans le paysage du showbiz, il y a quand même des artistes, enfin des gens qu'on appelle artistes, mais qui véritablement la voix, c'est pas trop ça. Je dirais qu'aujourd'hui, dans les lives, on a réellement du souci. Je dirais qu'aujourd'hui, au moins 70% des artistes sur le marché sont comme ça. Ah, ok. Oui. Pas uniquement au Bénin? Non, pas uniquement au Bénin, un peu partout. 70% des artistes, parce que la technologie a beaucoup évolué. Et aujourd'hui, les beatmakers, les arrangeurs, on a tellement de petits logiciels, des trucs qui nous permettent d'aider les artistes, qu'on gère comme ça. Mais c'est sur le terrain qu'on constate, on remarque les vrais artistes. Les dégâts. Alors, je reviens à vous, Josias. Oui. C'est une réalité. Hein. Il y a la modernité, il y a l'ordinateur qui nous permet d'entendre de très, très, très belles voix. Et on est parfois déçus avec le temps. Est-ce que vous pensez qu'il faut plutôt persister, travailler pendant des années, quitte à être prêt, ou est-ce qu'il faut se lancer d'abord, après on va arranger? Pour moi, se lancer d'abord ou ne pas se lancer et attendre d'abord, pour moi, ce n'est pas le problème. Ah, d'accord. Pour moi, c'est d'être conscient de son niveau. Ok. Et de se mettre à vouloir le travail, voilà. Parce qu'il y a des artistes aujourd'hui, voilà, au studio, ils sont très, très forts. Mais va les pointer sur la scène, tu vas les voir. Est-ce que c'est le stress, vous pensez? Mais c'est pas le stress, c'est le manque de confiance. Quand toi-même tu sais que tu ne peux pas chanter dans la gamme, par exemple, tu peux pas. Voilà une histoire, la gamme. Tu peux pas chanter, tu peux pas être à l'aise, tu peux même pas vraiment. Même quand tu es dans le micro là, on dit chante ta chanson, on est avec toi, oui. Tu vas dire non, tu vas dire ouais, puis voilà, tu dégages. Parce que tu sais que si tu fais l'erreur de monter, c'est que. Il faut aussi dire qu'il y a des artistes qui en studio sont bons, chantent bien parce qu'ils ne sont pas stressés. Mais sur la scène, effectivement. Voilà. Exactement. Ariane un artiste doit savoir dompter la scène. Ça s'apprend. Oui. Et justement, est-ce que ça ne pose pas un problème? Pour moi, en fait, quand je vous écoute, je me dis finalement, tout le monde ne peut pas être artiste. Non. Mais si je ne peux pas être artiste, je vais chercher autre chose. Mais si c'est la passion, alors, mais on peut être passionné par quelque chose, mais ne pas être bon dedans. Il faut qu'on prenne juste conscience que voilà, ça ne va pas. Écoutez, la dernière fois, moi j'étais à une cérémonie et on a invité un artiste de la place dont je préfère taire le nom. Et l'artiste était prêt, donc il fallait exécuter un de ses chants. Mais figurez-vous que l'artiste, parce que du côté de la régie, ils n'étaient pas prêts, ils ne retrouvaient pas son morceau, l'artiste était incapable de commencer
pas exécuter son propre morceau? Là, le jour-là, moi, j'étais franchement embêtée. Je me disais, mais attends, finalement, quel est le rôle de l'artiste? C'est bien d'arranger les morceaux aux yeux de nous, les mélomanes, donc, mais je pense que le véritable problème se situe au niveau des beatmakers. Désolé de le dire. Je trouve que c'est à votre niveau de, on va dire en quelque sorte, conscientiser ou amener ces artistes-là qui viennent vers vous à mieux travailler, quoi. Parce que c'est bien beau, parce que vous n'allez pas vivre de votre passion sans récolter et boire de l'eau. Mais ce serait bien d'amener ceux qui viennent vers vous véritablement à prendre conscience qu'il faut que je travaille davantage. Je suis même d'accord que oui, pour une première fois, vous encaissez et vous les laissez chanter, vous arranger, mais votre rôle serait aussi de leur dire, prochainement, si tu reviens sans travailler sur tel niveau, je ne vais pas signer ton morceau, parce que, figurez-vous, c'est bien de jouer et d'arranger, mais si sur le terrain, la personne n'arrive pas à véritablement faire du live, mais derrière, on va vous accuser également. C'est pas faux. C'est pas faux. Juste que vous savez ce qui se passe, on leur explique. Mais ils ne veulent pas comprendre. Ils ne veulent pas comprendre, merci. Et normalement, quand un ingénieur travaille un son en studio, l'artiste est supposé arriver à la maison, travailler pour arriver au niveau de ce qu'on lui a produit. Voilà. Normalement, c'est ce qui doit suivre le travail en studio. Ce qui ne se fait pas à leur niveau, donc voilà, c'est compliqué. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, monsieur m'a dit d'idéaliser. Et c'est là qu'on a besoin du coaching. N'est-ce pas? Voilà, pour pouvoir travailler l'artiste. Mais vous êtes musicien. Comment on choisit son coach vocal? Comment choisir? Oui, son coach vocal. Est-ce qu'il faut se référer à une chorale? Est-ce qu'il faut se rapprocher des musiciens? Je dis beaucoup aujourd'hui, quand déjà même ils savent chanter, et puis bon, ils arrivent à quand même influencer certaines personnes, ils se positionnent déjà comme un coach. Alors que c'est toute une formation. Ah, d'accord, c'est vrai. Je peux savoir chanter sans être coach, sans pouvoir être coach. Parce que ça tient compte de la psychologie, de beaucoup de choses, de larynx, comme si tu dois avoir des connaissances d'un docteur, de beaucoup de choses, quoi. Et déjà, je vais partir sur le rôle du coaching. C'est d'abord d'éclore, de faire sortir la personnalité de la personne, l'identité. C'est de définir une nomenclature de sa voix, de donner une ossature à sa voix, en fait. Et dans ça, ça va toucher tous les plans. Le plan physique, son endurance, le souffle, tout. Le plan artistique, les techniques vocales, la justesse, voilà, beaucoup de choses aussi. Et finalement, le plan psychologique. D'accord. Et sur ce point-là, le coach va essayer de pouvoir trouver une jointure entre la positivité émotionnelle et la performance physique et artistique. D'accord. On dit que c'est en pratiquant qu'on se perfectionne. Oui. Moi, je vais plutôt, comme Rebecca l'a dit, il faut que l'artiste soit prêt. Et quelque part, si l'artiste se sent prêt, il a de belles mélodies, mais qu'il n'a pas la voix. Est-ce qu'il ne faut quand même pas se jeter à l'eau en évitant peut-être de prester sur scène et en restant tranquillement dans son studio? S'il doit faire ce pourquoi il est là. Je pense que le problème se situe simplement au niveau de savoir ce que je suis, savoir son niveau, en fait. Si tu dis que tu n'as pas encore le niveau de monter, ne monte pas. Ok, pour ton niveau pour le moment là, c'est de fabriquer derrière le studio. Mais le problème, l'important, c'est de pouvoir chercher à croître. Voilà. Et c'est pourquoi le coaching est là. D'accord. Et quel est le rôle je dirais, des chœurs? Comment est-ce qu'il faut choisir pour avoir un chœur adapté? Par exemple, je vais également poser la question à beatmaker. Tout le monde ne peut pas faire de chœur. Il y a des gens tout le monde peut chanter, mais tout le monde ne peut pas faire de chœur. D'accord. C'est encore c'est tout un art aussi. D'accord. Parce que vous pouvez avoir un artiste qui est très bon, mais qui ne peut pas faire chœur. Pourquoi? Parce que le chœur, c'est un truc collectif. Donc, c'est une chose où c'est de l'harmonisation collective. D'accord. Collective. Donc, du coup, il faut que cette personne-là arrive à faire fondre sa voix parmi la masse. Et
Et c'est dans ça qu'on reconnaît quelqu'un qui est capable de faire le chœur. Si dans plus le chœur, toi, ta voix sort, ça n'a pas de sens. Ah ouais, donc ce sont ceux-là qui facilitent cette sensibilité-là à aussi la voix qu'il faut. Tout en allant collectivement quand il le faut, voilà. Ça. Mais ça, c'est des exercices aussi, hein. Oui, c'est du coaching aussi. Bien sûr. D'accord. Et vous, les jeunes buts, comment vous choisissez quand il y a un chœur à faire? Ou est-ce que la musique, l'ordinateur, comme on dit, s'en charge tout simplement? L'ordinateur peut s'en charger, mais on ne le fait pas comme ça. C'est pas bien de faire ça. D'accord. Sinon, l'ordinateur, aujourd'hui, peut s'en charger. Pour le choix du chœur, souvent, à notre niveau, c'est des personnes qui maîtrisent un peu la musique, qui maîtrisent les différentes catégories de voix, c'est-à-dire ténor, alto. Il faut maîtriser les partitions. Et les artistes ne sont pas tenus forcément de maîtriser. Il y a des gens qui chantent très bien et qui ne savent pas faire des partitions. Ouais. Donc, il faut forcément des personnes qui maîtrisent les partitions pour pouvoir faire les chœurs. D'accord. On en trouve suffisamment au Bénin ou est-ce que vous avez la plupart du temps, vous savez, c'est des choristes qui arrivent à bien assurer. C'est des choristes. D'accord. Voilà. Ok. Moi j'étais avec un artiste un jour, j'ai suivi un peu la manière dont il travaillait. Et figurez-vous, c'est ce jour que j'ai compris qu'il y a beaucoup de sons qu'on écoute sans pour autant qu'il y ait eu de chœur véritable. Ouais. C'est-à-dire, l'artiste lui-même pose en même temps en tant que chœur. Ah. Si, j'ai vu ça. Il pose en tant que chœur et il modifie la voix, n'est-ce pas? C'est possible. C'est ça j'appelle partition. C'est ça j'ai appelé partition. Okay. Si je suis artiste, je chante et je maîtrise les partitions, je peux, par exemple, moi, il y a des artistes qui viennent chanter quand ils viennent. Moi seul, je peux rester dans le studio, m'enfermer, il fait tout le chœur. Après, il revient, je lui dis, voilà, j'ai payé des gens, j'ai fait le chœur. Ça arrive. Vous voyez, donc... Il modifie en alto. Mais quand on a fait tout ça, moi, aujourd'hui, pour moi, quand on parle de musique, quand on parle de chanson, pour moi, une bonne chanson, c'est une chanson qui résiste au temps. Ouais. C'est-à-dire, on a chanté ça aujourd'hui, dans 20 ans, quand j'écoute la chanson, ça me fait le même effet. Là, vous parlez de la tendance. Oui. Mais en fait, tout ce que nous sommes en train de dire, mélanger, est-ce que ça ne donne pas ce que nous voyons aujourd'hui? Parce que moi, j'écoute beaucoup de sons aujourd'hui, je me dis, mais dans 5 ans, moi, je ne me vois pas écouter... Enfin, il ne restera plus rien, en fait. Bon, donc, je me dis, est-ce que... oui, la nostalgie, d'accord. Mais est-ce que tout ça, l'un mis dans l'autre, est-ce que c'est pas ça qu'on a comme résultat? C'est pas ça qui donne ça, en fait. Bon. Ou pas forcément. Oui. Non, pas forcément. Moi, je pense qu'il y a ce qu'on appelle tendance. Il y a ce qu'on appelle musique classique, musique contemporaine, c'est-à-dire des musiques qui peuvent rester dans le temps. Si tu veux faire la tendance, c'est-à-dire c'est le rythme qui marche actuellement. Le rythme que les gens jouent actuellement, tu as envie de le faire, tu le fais, tu sais que c'est pour un temps. Donc, et si tu veux en avoir conscience. Oui, mais si tu veux rester dans le temps, il faut aller faire du classique. Comme la musique de Angélique Kidjo, de Papa Sabo. Mais est-ce que tous les artistes en sont conscients? Bon, ils en sont conscients, mais ils veulent juste manger actuellement. Voilà. Mais qu'est-ce que vous allez conseiller, par exemple, faire du classique pour que ça résiste au temps ou suivre juste la tendance en tant qu'expert beatmaker? Je pense qu'un artiste doit pouvoir faire les deux. Il doit pouvoir faire de la musique qui reste dans le temps et aussi faire de la musique pour pouvoir manger actuellement. Les deux. Il ne faut pas laisser l'un au détriment de l'autre. Et quel est votre avis? Parce qu'il y a également un autre type de musicien. Vous connaissez des gens qui sont très bons, peut-être en coaching vocal, comme vous le dites, qui accompagnent de grands noms de la scène, mais je ne veux pas en citer. On les voit peut-être sortir une musique, je ne sais pas, une fois chaque 10 ans, mais ils sont toujours derrière les autres. C'est un choix ou quoi? C'est un choix. Pourquoi? Ça dépend de la vision de la personne. Ici, il a connaissance de comment produire des rois, des reines. Et puis lui-même, il n'a pas envie forcément de faire carrière. Il peut rester comme ça. Moi, je rajoute en disant, vous savez, par rapport à ce sujet, il y a certaines personnes qui ont peut-être un don, mais qui ne peuvent pas bénéficier. C'est-à-dire, je chante bien, par exemple, mais quand je chante, ça ne prend pas plus que quand je donne cette chanson à un autre jeune. Il y a des personnes comme ça, quand tu comprends vite, tu préfères rester derrière pour pousser les talents. D'accord, donc là c'est carrément, il faut se connaître, savoir lorsque je chante, ça prend pas. Parce qu'il y a peut-être l'aura également. Ce n'est pas parce que tu chantes très bien que tu peux forcément être artiste qui va marcher. D'accord. Il y a des gens qui chantent très bien mais qui n'arrivent pas à faire carrière. Bien sûr. D'accord. Alors, un autre aspect, dernière question avant de boucler cette émission. Alors, est-ce que tous les artistes qui viennent vers vous écrivent eux-mêmes le texte de chant?
Non. Est-ce qu'ils écrivent même mal? Non, vous savez, par rapport à ça aussi, il y a deux contextes. Il y a des gens qui viennent avec leur test, mais c'est pas professionnel. Quand tu écoutes, tu sens quand même que ça, c'est pas un bon truc. Mais pour la plupart, ceux qui veulent faire de carrière professionnelle, les tests sont toujours écrits par d'autres personnes. D'accord. Voilà. Il y a des compositeurs qui composent, tu viens, tu écoutes, tu interprètes. D'accord. Ok. Le temps est parti, Rebecca. Juste 30 secondes. J'ai remarqué qu'il y a de plus en plus d'artistes qui n'écrivent pas moi. Ils se basent juste sur le rythme. Ils peuvent dire, excusez-moi, ro, et puis c'est fini. Je sais pas. C'est aussi. Bon, ça arrive, mais ça dépend de ce que tu cherches comme résultat. Hein. Parce que ceux qui font ça, on le constate et on sait que ceux-là, ils n'ont pas fait trop d'efforts. Exactement. Voilà. Merci à vous, chers amis, pour la présence, les jeunes beats, Josias Madjidé. Merci également à vous, chers collègues, pour la présence. Et c'est la fin de ce numéro de votre émission, Le Rendez-vous de midi. Toute l'équipe technique de réalisation et d'animation de cette tranche vous remercie pour votre fidélité, chers amis téléspectateurs. Je vous retrouve la semaine prochaine. En attendant, s'il vous plaît, prenez bien soin de vous. Bye bye.